le pays va mal. Rien ne marche, rien ne va. Nous sommes envahis et soumis, envahis par des voisins que le gouvernement identifie, mais sans apporter aucune solution aux problèmes posés. On nous dira que le Rwanda nous intéresse, le Rwanda, et on est allé loin jusqu'à privilégier juste la diplomatie agissante, comme on le disait hier, mais qui est devenue insuffisante parce qu'ayant présenté des limites. Pour être bref, rien ne va et rien ne marche. Monsieur le Président de la République a trouvé en tout ceci comme solution de réformer un gouvernement d'union nationale dans lequel il veut que tout le monde, même des opposants, même les gens des sociétés civiles puissent aussi y entrer pour la cohésion nationale. Comment vous analysez cela et quelle est votre proposition par rapport à ça? Gouvernement d'union nationale, oui. Mais quel gouvernement d'union nationale? Là, il y a à manger, à boire. Gouvernement d'union nationale, oui. Mais quel gouvernement d'union nationale? Je répète, excusez-moi cette tautologie. Est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale, tautologie oblige union sacrée bis? Ou c'est un gouvernement d'union nationale qui doit provenir seulement d'une seule corporation politique qui a échoué? Une corporation politique qui nous a amené une gestion chaotique, une corporation politique qui gère par défi, une corporation politique qui n'entend pas entendre le point de vue des autres. Ici, laissez-moi définir la démocratie comme la loi des majoritaires, avec le respect des points de vue des minoritaires. Mais quand vous n'écoutez pas les minoritaires dans un pays en guerre, et quand vous souhaitez que tout le monde dise ce que vous avez en tête après avoir géré mal le pays et après n'avoir apporté aucune solution par rapport à ce qui se fait, c'est là où réside le problème. Nous voudrions ainsi dire le gouvernement d'union nationale égale union sacrée. Union sacrée qui était une majorité accompagnant des chefs de l'État que je dois saluer par respect en tant que président de la République, mais néanmoins avec qui je ne suis pas d'accord sur la gestion. La gestion qui privilégie non pas la résolution des conflits qui nous attaquent, mais qui plutôt nous amène à réfléchir derrière un individu au lieu de réfléchir en soutenant la patrie. Nous avons en face de nous un président de la République fort, voulant aider le Congo, mais entouré de conseillers belliqueux, de conseillers qui estiment qu'il faut sortir des muscles, museler l'opposition, une manière de bâillonner la démocratie. Monsieur le Président, Célestin Baoutitenge, apparemment c'est une question de la patrie. La RDC est envahie par la guerre perpétuée des agresseurs rwandais. On ne sait pas. Êtes-vous prêt, les idées particulièrement, êtes-vous prêt de marier l'opinion du chef de l'État pour accéder aussi dans le gouvernement d'union nationale si jamais, prochainement, ça sera formé? Le chef de l'État, avant de venir au pouvoir, a prêté serment devant une constitution. Comme moi, je soulève la main, je jure fidélité à la constitution. Je m'engage à respecter la constitution et apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Oui, mais qu'est-ce que nous remarquons sur le terrain? La constitution elle-même prévoit que le pouvoir qui doit former le gouvernement doit provenir de ceux qui ont des députés majoritaires dans la Chambre. Mais curieusement, en voulant créer un gouvernement élargi, obligatoirement, on va mettre de côté la Constitution pour procéder à l'échange de gâteaux. Quand d'autrefois nous avions proposé, c'est Martin Fayulu qui avait proposé cette idée, il avait demandé une cohésion nationale à l'interne pour permettre aux Congolais de réfléchir sur l'envahissement de l'Est. Un envahissement qui a commencé par le Nagana, mais qui aujourd'hui s'étend sur des provinces entières et le gouvernement garde silence et nous amène dans la distraction.
La distraction, c'est quand on vient vous dire non, on va faire un gouvernement élargi. Mais qui va changer quoi? Le gouvernement élargi là va changer quoi? Non, nous ne sommes pas autant de créer des gouvernements. Nous sommes autant comme État, État-nation, de comprendre les problèmes posés autour d'une table. Autour d'une table voudrait dire que nous devons faire un effort. Le gouvernement doit d'abord comprendre que là où nous sommes aujourd'hui, c'est un chemin non-retour. Il faudrait soit avoir une armée forte et repousser ses ennemis et récupérer les territoires, ou au contraire, nous asseoir sur une table, on ne perd rien, il n'y a pas de honte parce que c'était une guerre par procuration. Et eux-mêmes, le gouvernement connaît que nous sommes agressés avec l'appui de l'extérieur. L'extérieur qui a toutes les grandes armes que nous n'avons pas. Mais comment on va se battre avec quelqu'un qui a des grandes armes? Comment on va se battre tout en connaissant son sort? Qu'en nous battant, on va perdre des territoires. Ah, c'est là que se pose la question. Nous voudrions ici amener de l'eau au vin. Nous ne l'avons pas demandé le gouvernement d'union nationale, ou le gouvernement élargi, ou le gouvernement de convenance. Non. Nous, notre problème, c'est arriver à comprendre pourquoi ce qui est arrivé arrive. D'autres fois, quand ceci arrivait, ça avait quand même des limites. On prenait un territoire, on prenait une partie de Goma et on a vu comment les autres ont résolu ce conflit. Mais aujourd'hui, on prend Goma, on prend une partie, je ne sais pas de pourquoi, on n'a pas pris comme eux nous le disent, mais on apprend que on nomme ce monsieur-là. Nanga nomme le gouverneur remplace les gouverneurs nommés par le gouvernement. Alors le problème devient réel. Mais comment nous allons résoudre ce problème? Et félicitations aux évêques. Nous maintenons le schéma proposé par les évêques. Ça fait que ce schéma-là, on peut résoudre ce problème. Et quand une fois résolu, il n'est pas tard, dans les 3 années qui restent à notre président, il peut voir dans quelle mesure se repositionner en commençant par former l'armée, en commençant aussi à être fort. Alors là, il peut venir dire non, désormais, moi je veux ça. Mais du moment que nous avons en place des armées ennemies, nous avons en place une guerre qui nous envahit, nous avons en place nos vaillants FARDC. Nous sommes tous derrière les FARDC, nous les soutenons, mais comment on va les soutenir? Et si on nous oblige, nous, oh non, vous ne faites aucune déclaration. Les déclarations ne vont pas résoudre la guerre. Laissez-moi ici expliquer une chose. On peut faire 100 000 déclarations, on peut avoir la diplomatie de l'ONU. Je n'ai jamais vu l'ONU envoyer son armée pour venir se battre pour nous. Nous devons nous battre nous-mêmes pour sauver l'Est. Quelle lecture faites-vous si à des fois aujourd'hui les idées et aussi d'autres partis politiques de l'opposition que je ne saurais même pas citer dans notre interview ici, vous êtes plus considérés comme des fois des partis politiques qui manquent du patriotisme parce que vous acceptez que les gouvernements en place puissent dialoguer avec les envahisseurs, c'est-à-dire les rebelles. Beaucoup de gens, certaines langues, disent que vous manquez du patriotisme. Quelle lecture faites-vous un peu sur ces qualificatifs? Nous demandons à ceux qui disent qu'eux, ils sont patriotiques de prendre des armes et de défendre le Congo, que de venir voir la poutre qui est dans l'œil d'un individu. Ils sont tous là pour faire de bruit. Ils font de bruit, maintenant avance. Ils font de bruit, des provinces tombent. Mais maintenant on nous demande, nous, non, vous n'êtes pas derrière, vous n'acceptez pas, on va accepter quoi? Le problème est réel et le problème est posé. Et comme il est posé et il est réel, le problème appelle des solutions. Et les solutions ne sont pas loin que la piste proposée par l'Église catholique. Ici, je reviens pour éclairer la population sur deux choses. L'Église catholique, les évêques seront toujours là. On aura toujours catholiques et SCC. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Et quand Mosengo quitte, il y aura Chole. Quand Chole quitte, il y aura Mbongo. Quand Mbongo quitte, il y aura Clément Kabang qui va aussi être je ne sais pas qui. Mais notre gouvernement et notre président doit savoir que lui, il a un pouvoir avec mandat. Quand le mandat termine, lui pourra quitter. Il doit quitter suivant sa constitution qu'on est en train de bâillonner. La constitution est claire. Ce sont ceux qui sont majoritaires qui forment le gouvernement. En préférant former encore un gouvernement par consensus, obligatoirement, on bafoue la constitution.
La constitution qu'on voulait changer, non. On nous a dit non, elle est des expatriés. Mais ce n'est pas cette constitution que vous êtes président de la République. Alors, je reviens pour répondre à votre question. Nous disons non à un gouvernement élargi. Il ne servira à rien. Nous avons ici un problème réel entre l'individu, monsieur le chef de l'État, je le cite le chef de l'État en tant qu'institution, qui est à gauche, et à droite, nous avons la patrie. La patrie est menacée parce qu'il y a de sang humain qui coule et qui appelle vengeance. Nous pouvons prier, nous pouvons amener des églises. J'ai vu des pasteurs pleurnicher et dormir à même le sol, mais ça ne va pas empêcher à ceux qui ont des armes de tirer sur nous. Mais, que faire? Nous disons non. C'est l'unique processus qui peut sauver le Congo reste le processus des évêques, des processus des dialogues. Oui, que ce soit dialogue, appelez comme vous voulez, dialogue ou consensus. Mais il faut un processus où toutes les parties prenantes doivent se retrouver sur une table et nous devons écouter qui veut quoi, pourquoi il ne peut pas arrêter. Et s'il arrête, c'est quoi tout va aller? Laissez-moi un peu rétropédaler de 2 mètres pour donner des raisons réelles. Mon frère, ici, les grands ténors de la scène politique congolaise sont connus. Nous avons M. l'honorable Avi Joseph Kabila Kabange, qui est incontournable. Disons-le à haute voix, incontournable. Arrêtons les mensonges, oh Bamukwachi, oh Benji, non. Kabila est incontournable. Mais lui, il a présenté 3 points. Il a dit non. Ce problème, pour être résolu, a 3 dimensions. Et ce problème a d'abord la dimension politique. La dimension politique. Ce problème a aussi une dimension internationale. Ce problème a aussi une dimension à l'interne. Commençons par les négociations à l'interne qui sont caractérisées par la mauvaise gestion de la chose publique qui met en cause le gouvernement actuel. Nous avons aussi un processus politique parce que nous avons des tribus qui sont chez nous. Il n'y a pas seulement des Kassaïens qui sont congolais. On a commencé ici avec des pères et des mères, ils n'en parlent plus encore. Donc là, je ne sais pas si on va parler tel n'est pas congolais, mais qui est congolais? C'est seulement vous. Ah, si vous êtes congolais, apportez des solutions à nos problèmes. Alors, il y a aussi, en dehors de cette dimension politique, des tribus là existent, les Banimulenge, les Tutsi, les ceci, les cela. J'ai félicite les prêtres parce qu'ils ont su mettre tout le monde sur une table. D'abord, entrer en contact avec Kagame. 2, entrer en contact avec Nanga qui occupe les territoires, qui les a laissés atterrir, négocier avec eux. 3, à l'interne, la gestion telle que nous la voyons, marquée par des népotismes, marquée par le népotisme, clanisme, tribalisme, et ça n'a conduit qu'à une crise politique où les opposants sont parfois placés en prison. Mais cela appelle une décrispation de la crise politique. C'est ainsi que Martin Fayulu avait dit, commençons d'abord par décrisper la scène politique en relâchant les opposants. Entendu par des opposants, ceux d'opinion, entendu par des opposants, ceux qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir en place. Et si on résout tout à l'interne, il n'y a eu que les prêtres. Félicitations aux évêques qui ont réussi à rencontrer toutes ces souches et toutes ces classes de la population. Avec cela, sur une même table, voilà, on va tenter de trouver des pistes de solutions qui peuvent décanter la situation qui nous frappe aujourd'hui. Mais curieusement, non. Les opposants, on vous envoie en prison. J'ai suivi sur Facebook, bon, je prends avec pincette Menanga qui disait son papa, sa femme, à la nerf, tout le monde arrêté. Mais en les arrêtant, Nanga condamné à mort. Mais il y a déjà des provinces qui progressent. Et s'il arrive encore à progresser, vous pensez qu'il va négocier avec vous, avec tout ce que vous prenez comme mesure? Alors, qui veut la décrispation de la crise politique? Ici, j'ai défini le rôle de l'État. L'État a pour mission de nous sécuriser. Nous sécuriser revient à dire, nous devons néanmoins apporter des solutions politiques à ce qui se passe, parce qu'il y a mort d'homme, il y a des sangs qui coulent. Mais le gouvernement en place semble ignorer les réalités et ne s'adonne qu'aux muscles. Aujourd'hui, il y a déjà un autre problème que le gouvernement a créé parce que le gouvernement a pris plusieurs armées qui sont déjà au Congo. Mais on a suivi des échanges entre Ramaphosa, le président sud-africain, avec le président Kagame.
Et vous appelez Kagame un imbécile, c'est bon. Mais Kagame devient un problème, comme vous le dites. Ce sont eux qui nous disent que Kagame est la cause. Mais comment ça va se terminer si Kagame a accepté de recevoir les prêtres? Si Nanga a accepté de recevoir les prêtres, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de nous humilier d'abord, de comprendre d'abord, cerner des problèmes. Quel est le vrai problème que nous avons au Congo? Et ce n'est qu'après avoir cerné tous ces problèmes qu'on peut parler du gouvernement. Et d'ailleurs, maintenant, on a besoin d'un gouvernement. Pourquoi payer de l'argent aux ministres, je ne sais pas combien de milliers de dollars par mois? Comment avoir une assemblée budgétivore, 500 que de membres? Comment avoir un Sénat de autant de 108, 110, je ne sais pas, sénateurs qui ont des cabinets, qui ont des représentations et qui coûtent cher au pays, alors que le pays est en guerre? La solution, elle est simple. Pour nous, ce n'est pas du coup. Même si on nomme des gouvernements, j'ose croire que ça sera la même chose. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, la solution est claire. Le président de la République doit prendre son courage et demain, dissoudre toutes ces assemblées-là qui sont budgétivores, de prendre tous ces fonds-là, les affecter à l'effort de la guerre. Et cela va résoudre les problèmes.